Nous sommes dimanche, mesdames et messieurs, très heureuse d'être parmi vous pour la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, je suis avec vraiment une compétence de mon pays, un jeune cadre, comme nous le préférions, comme nous l'aimons aussi souvent dans cette émission, parce que nous prenons un peu le renouvellement de la classe politique congolaise. Donc, je suis avec Thierry Mosenepo, qui est DG de Central FM et président national de la Ligue des jeunes ACCU. Très heureuse de vous recevoir, Thierry. Merci, voilà, la toute première question, je l'ai postée sur les nets, un jeune cadre, un jeune Congolais. Alors, beaucoup de gens m'ont dit de vous poser carrément cette question, Thierry Mosenepo. Pourquoi avoir choisi la CCU? Bon, écoutez, d'abord, je suis journaliste de formation, vous le savez très bien, mais au-delà de cela, j'ai eu à évoluer dans le monde des affaires, où je détiens quand même quelques entreprises ici en République démocratique du Congo. Je suis pratiquement ce qu'on peut appeler le miracle congolais. C'est-à-dire que je suis né d'une famille modeste. J'ai réussi grâce à mes talents et à la formation que j'ai eue dans ce pays. Et ça m'a permis aujourd'hui d'être là où je suis. Donc j'ai cru non seulement en mon pays, mais j'ai aussi cru en mes talents. Donc le rêve congolais existe, Thierry Mosenepo. Bien entendu, et j'en suis parmi les milliers de personnifications. Donc par rapport à cela, j'ai cru en mon pays et j'ai compris que la clé de voûte pour réussir à cela, c'est la formation d'abord, mais aussi c'est la stabilité du pays, la stabilité économique, mais aussi la stabilité sociale, la stabilité en général. Et cela étant quelque chose d'important, cela ne peut provenir que des nationalistes, de ceux qui aiment réellement ce pays. Et j'ai scruté l'horizon politique de notre pays. J'ai constaté que Lambert Mende Omalanga, au sein de la Convention des Congolais Unis, incarne justement ces valeurs. Les valeurs de travail, les valeurs de l'amour de ce pays, les valeurs de la prise en charge des Congolais par les Congolais eux-mêmes, de leur pays. Donc c'est par rapport à cela, principalement, que j'ai fait le choix d'aller dans la Convention des Congolais Unis. C'est vrai que nous ne parlons pas des hommes, mais la personne ou le personnage déteint sur son parti, même si la CCU, c'est pas Mende ou Malanga, mais vous savez un peu ce que l'opinion en général pense de Lambert Mende. Vous n'avez pas peur, Thierry Mosenepo, que ce qu'on dit de Lambert Mende déteint sur vous ou sur toi personnellement? Je ne pense pas, puisque je me suis rendu compte très vite que même le Christ, vous savez qu'à l'époque, on l'a même traité de disciple de Belzébuth. Mais c'est plus tard, finalement, qu'on a compris qu'il avait une mission salvatrice pour le peuple de Dieu. Par rapport à cela, j'ai compris que l'être humain a la facilité de reconnaître, mais ne connaît pas au moment où la chose se présente devant lui. Si vous remarquez, aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer le maréchal Mobutu, nous pleurons Kasavubu, nous pleurons Jean-Paul II, mais lorsqu'ils étaient là, nous étions en train de les vilipender. Donc c'est souvent comme ça, dans ce monde, on a du mal à connaître, mais on reconnaît toujours. Un jour, les gens reconnaîtront la valeur de Lambert Mende. L'histoire donnera raison L'histoire donnera raison à Lambert Mende dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait pour ce pays. Il se sacrifie beaucoup. J'ai eu la chance de l'approcher et j'ai compris que c'est parmi les rares personnes qui ont aujourd'hui, qui sont vivants et qui sacrifient le temps, la vie, l'énergie qu'ils ont pour le Congo. Voilà, nous ouvrons donc cette rétrospective, mesdames et messieurs, par le dossier CENI. Comme vous le savez, l'abbé Malou Malou a déposé donc sa démission et le nom de Corneille Nangaa est en train de circuler comme probable successeur de ce dernier. Donc, en plus de détails dans ce condensé. Corneille Nangaa, marié et père des 2 enfants, est né en 1970 à Bagboya, en territoire de Ouamba, dans la province du Haut-Ouélé. Il a déjà totalisé 15 ans d'expérience professionnelle, dont 11 en démocratie et élections, tant au niveau national qu'international. Détenteur d'un diplôme de licence en sciences économiques dès l'université de Kinshasa, Corneille Nangaa est un parfait bilingue. Il parle couramment le français et l'anglais. Ajoutez à cela le lingala et le swahili. En 2005, Corneille Nangaa a occupé le poste de superviseur technique national à la Commission électorale indépendante. Il a eu à coordonner les opérations électorales sur terrain, ce dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. En 2007, Corneille Nangaa a été élevé au poste de coordonnateur du réseau du savoir électoral en Afrique centrale. À ce titre, il a conduit sous l'autorité de l'abbé Apollinaire Malou Malou l'installation de ces réseaux au sein de tous les organes de gestion des élections de 9 pays de la région d'Afrique centrale. Bien avant sa nomination en qualité de secrétaire exécutif national adjoint de la CENI,
En septembre 2013, Corneille Nangaa était encore directeur des programmes de l'École des formations électorales en Afrique centrale. Fonctionnaire international, il a également travaillé dans le domaine d'assistance technique électorale en tant que consultant dans plusieurs institutions, notamment la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, le Programme des Nations unies pour le développement dans certains pays africains. Et aujourd'hui, l'homme est désormais le choix des chefs des confessions religieuses à la tête de la commission électorale nationale indépendante. Au cours des échanges entre les représentants des diverses confessions religieuses commis à cette tâche, il est apparu des divergences notables sur des principes majeurs devant être respectés pour honorer une telle responsabilité confiée aux confessions religieuses. L'Église catholique a dès lors pris la décision de ne pas participer à un vote qui n'en était pas un et qui semblait être décidé en amont. Dès lors, les candidats présentés par les confessions religieuses et les candidats de 7 confessions religieuses sans l'Église catholique, qui n'a pas participé à son élection et qui assume toute sa responsabilité devant la nation et devant l'histoire. L'Église catholique prie pour la réussite du processus électoral et confie à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, l'avenir de notre pays. Le problème que nous voulons dire à la population, c'est que les choses sont piégées pour nous. Nous considérons qu'il n'y a pas eu un jeu franc dans la plateforme de confession religieuse. L'histoire s'est répétée, comme lors de la désignation de notre frère, l'abbé Apollinaire. Et donc nous avons un groupe qui en amont a déjà décidé d'un candidat. Et quand vous arrivez à 7 contre 1, et donc vous ne pouvez même plus faire un choix. Voilà pourquoi l'Église catholique a refusé d'entrer dans ce qui semble être une parodie des désignations. Hélas, on peut se poser la question, pourquoi c'est là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi? Nous ne savons pas, mais toujours est-il que pour nous, il ne fallait pas participer à une telle désignation. À la majorité présidentielle, on se veut respectueux du choix de cette confession religieuse sur Corneille Nangaa. Son communicateur Dieudonné Mwenze ne reste pas sans étonner de l'attitude de l'Église catholique. Mais nous avons appris des sources très sûres que le monsieur sur lequel le choix est tombé, c'est un monsieur qui est né, qui a été même baptisé dans l'Église catholique. Bon, je suis en train de m'interroger pourquoi on ne peut pas comprendre dans l'Église catholique, qui est vaste comme nous connaissons, que d'autres adeptes peuvent ne pas être maîtrisés, c'est-à-dire ne pas être inventoriés ou connus. Nous, à la majorité présidentielle, nous ne sommes pas intéressés de tout ce qui se passe comme tractation dans la société civile ou dans les confessions religieuses en particulier. Nous savons qu'à la plénière de cette CENI, nous avons déjà nos 6 représentants, dont 3 sont au bureau. Je crois que ça nous suffit amplement. Pas de fumée sans feu à l'opposition. Cette controverse suscite inquiétude. Pour Steve Mikayi, seul le dialogue pourra fournir un bureau crédible à la CENI. Vu l'importance de ces postes, en tout cas, il est malvenu d'avoir en présent le CENI déjà contesté par sa composante. Toujours, la désignation du président de la CENI s'est faite de façon floue. La seule désignation qui était faite clairement, c'est celle qu'on avait faite à San City, de Malou, donc au dialogue inter-congolais. Tout le reste, c'est pas de façon floue. Et pour nous, du PT et pour nous de la NCPS, nous pensons que la question du bureau de la CENI devra être une question à traiter au dialogue que nous appelons de tous nos voeux. Et tout ce qui est fait là-bas, pour moi, c'est ça doit être provisoire. Cette confession religieuse sur les 8 ont jeté leur dévolu sur Corneille Nangaa. Une controverse qui sera tranchée par l'Assemblée nationale. Thierry Monsénépo, nous avons suivi le collectif des opposants congolais et une phrase m'a frappé un peu. Il a dit que le boycott fait le jeu du
pouvoir. Vous partagez cet avis? Mais bien entendu, entendu, qu'une frange madame, de l'opposition a demandé à ce qu'on boycotte ce référendum. Bien entendu que c'est une mauvaise stratégie, puisque la stratégie de la chaise vide n'a jamais payé. Vous savez qu'aujourd'hui même en Côte d'Ivoire, il y a le candidat Charles Kolambani qui s'est retiré de la course. Vous savez que ce genre de comportement, justement, ça ne sert pratiquement pas à la démocratie, parce que il faut participer. Il faut participer, mais au besoin, il faut demander à vos troupes de pouvoir soit voter le non, soit voter le oui, comme nous venons de suivre dans cet élément. C'est vrai qu'il y a un problème en ce qui concerne le processus électoral dans beaucoup de pays africains. Parce qu'ils savent déjà que les jeux, Thierry Mosenepo, qu'on ne se voile pas à la face, nous sommes des Africains, nous n'avons pas une démocratie comme une expérience électorale comme en France ou aux États-Unis ou ailleurs. Ils savent déjà, on a l'impression que les jeux sont joués d'avance. Ils savent déjà que qu'on vote ou qu'on ne vote pas, eh bien, le oui va passer. Ou non, le madame, non. mais justement, c'est comme ça qu'en Afrique, il y a une évolution. Vous savez très bien que dans le temps, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Mais c'est justement par rapport à ces suspicions-là qu'aujourd'hui, nous avons des CENI politiques, nous n'avons plus des CENI techniques. Et quand on parle de CENI politique, ça signifie que les forces vives toutes entières se retrouvent dans la gestion de cette machine électorale. Pour le cas de la République démocratique du Congo, par exemple, nous avons 13 membres du bureau de la CENI, dont 6 proviennent de la majorité, 4 de l'opposition et 3 de la société civile. Mais que par rapport à cela, justement, ça fait que les forces vives surveillent ensemble le processus électoral. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui, avec ces éléments, d'abord, vous siégez au niveau du bureau de la machine électorale. Deuxièmement, vous avez la possibilité de mettre vos témoins dans les bureaux de vote. Donc, il n'y a pas lieu de craindre quoi que ce soit, parce que il y a un contrôle. Vous ne comprenez pas un peu les peurs, les appréhensions de l'opposition? Mais justement, ces appréhensions, c'est parce que justement, généralement, les partis, surtout de l'opposition, jouent un double jeu. D'abord, le jeu, c'est de chercher à tout prix à plaire à l'étranger, à plaire à l'Occident, à plaire aux grandes puissances, en se victimisant, en se faisant passer pour la victime du pouvoir. Deuxièmement, c'est en ne mettant pas assez de sérieux dans le déploiement, notamment des témoins. Vous savez que... Vous savez... Comment l'opposition... nos oppositions jouent à la victime. Mais bien sûr. Est-ce qu'on les martyrise? Mais bien sûr. On les empêche de parler, on les empêche de tenir des meetings. Moi, je parle de la RDC, mais bien entendu. Peut-être chez eux, ça se fait comme ça, pas chez nous. Vous savez qu'il y a eu une enquête qui a été menée au Zimbabwe, où le parti de l'opposition a eu à organiser un meeting, et qu'ensuite, elle-même a trouvé des gens pour venir créer le trouble lors de ce meeting. Lorsqu'on a fait des enquêtes, on a découvert que c'était réellement ce parti. Mais juste après... La comparaison avec le meeting pas du tout, je n'attaque personne. Et juste après cette manifestation, qu'est-ce qui s'est passé? Les images se sont retrouvées dans des ambassades. Donc vous comprenez cette politique de victimisation. Pourquoi ensuite? Mais pour qu'ensuite on puisse avoir la bonne grâce, qu'on puisse se faire payer, qu'on puisse être soutenu financièrement. Ce qui explique le bal de nos opposants dans certaines... Ils ne sont pas les seuls, ils ne sont pas les seuls à faire ce bal-là, hein, même le gens de la majorité. Mais c'est pour cela que je vous parle. Non, pas forcément. Pas forcément. Mais moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a des informations qui nous parviennent, qu'il y a des leaders de l'opposition de notre pays qui sont mensuellement rémunérés par certaines puissances. On va en parler. Oui. Bien entendu. Donc, par rapport à cela, madame, je disais que il y a le moins sérieux dans le déploiement. Regardez en 2011, il y a eu des partis de l'opposition ici qui ont challengé. Mais les témoins de ces partis ne se limitaient qu'à Kinshasa. C'est vrai qu'on dira qu'il y a une question de moyens. Ah oui, mais bien entendu, mais madame, vous n'êtes pas obligé de faire voyager vos témoins de Kinshasa jusqu'au Bandundu. Les témoins doivent se recruter sur place, là où il y a des bureaux de vote. Ce qui prouve encore une fois que nous avons des partis politiques, notamment qui ne se limitent qu'à Kinshasa devant les télévisions, des partis de mallette, mais qui ne sont pas des partis à être d'ampleur nationale. Lorsque justement ils reçoivent ces pots de vin à gauche à droite pour déstabiliser leur pays, qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Mais ils se tapent une vie de luxe au lieu de pouvoir faire une opposition républicaine. C'est ça le drame. Et c'est ça qui tue la position de François Hollande, cette double position de François Hollande par rapport au référendum du Congo-Brazzaville. Non, madame, je ne pense pas que pour François Hollande il y ait eu une double opposition. Je pense plutôt que François Hollande a été du côté de la raison. Il a été du côté de la raison dans la mesure où aujourd'hui... C'est pas les intérêts par rapport aux intérêts de la France, Thierry Mosenepo. Il n'y a même pas, madame, il n'y a même pas question d'intérêt. Total et tout ça, le pétrole du Congo-Brazzaville, parce que Denis Sassou Nguesso les soutient, madame, donc on le laisse sur place. C'est une question de logique. Vous connaissez l'histoire du Congo-Brazzaville par rapport à Sassou et à Lissouba. Bien entendu. C'est peut-être par rapport aux intérêts de la France que François Hollande je ne pense pas que c'est par rapport à cela. Je pense plutôt que c'est une question de logique. Il n'y a aucun pays
il n'y a aucun État, même pas l'État des Vatican, qui peut interdire à un peuple de pouvoir exercer les manivelles démocratiques qui sont à sa disposition. Et quelles sont ces manivelles démocratiques? C'est vrai, mais c'est pratiquement le référendum, entre autres. Arrêtons un peu de parler de ce peuple. Est-ce que ce peuple-là a besoin de ce référendum? Est-ce qu'à demander pratiquement c'est qu'on fasse ce référendum pour que Denis Sassou Nguesso... Madame, ce n'est pas pour rien que nous mettons... Et un troisième mandat. Il a fait 36 ans au pouvoir. Madame, avant même que tu ne naisses ou que nous étions en bas de l'école, Denis Sassou Nguesso était déjà au pouvoir. Est-ce qu'on a demandé au peuple congolais s'il veut que Denis Sassou Nguesso ait un troisième mandat? Madame, ce n'est pas pour rien que l'on met des autorités à la tête des pays. Nous les votons pour qu'ils réfléchissent à notre place. Mais c'est justement sur base de leur choix que nous les jugeons en bien ou en mal. C'est par rapport au choix qu'ils font. Et justement, quel est le moyen pour lequel un président de la République peut poser une question pour être aiguillé par rapport à la position de sa population? Mais c'est le référendum. Personne ne peut interdire ça à un président. Personne ne peut l'interdire à un pays. Personne ne peut l'empêcher à une population. Une nouvelle classe politique. Aujourd'hui, nous parlons de l'émergence d'une nouvelle classe politique. Qu'est-ce que Sassou Nguesso peut apporter de nouveau? Mais justement, madame, qu'est-ce qu'il peut apporter? 32 ans de pouvoir. Nous ne pouvons pas aujourd'hui précéder le débat alors que la question ne se pose pas. Vous savez, aujourd'hui, la question d'un énième mandat du président Sassou Nguesso ne se pose pas. La question qui a été posée pour ce référendum, c'est l'émancipation des institutions du Congo-Brazzaville. C'est des questions liées à certains articles. Par exemple, il y a eu... Non seulement ça, il y a eu aussi par rapport aujourd'hui... Il y a... Mais regardez, il y a aujourd'hui une étude qui a été prouvée par ceux qui ont fait le dialogue au Congo-Brazzaville, qu'il y a trop de pouvoir pour le président de la République, qu'il fallait lui en enlever un peu pour en donner au Premier ministre, pour avoir un exécutif fort. Donc ça, ce sont des éléments pour lesquels les Congolais ont réfléchi. Ils demandent alors à la population, est-ce que vous êtes d'accord qu'on aille vers ce changement ou pas? Je pense que le peuple congolais est assez responsable et mûr pour savoir ce qu'est leur bien-être ou pas, de se décider s'ils veulent ou non ce changement. Il n'y a personne au monde qui peut se substituer à ce peuple. Voilà, mesdames et messieurs, les politiques ont réagi par rapport au décaissement de 62 millions de dollars pour financer les élections par les États-Unis d'Amérique et par rapport à la double nationalité, une pétition est en vue. Plus de détails dans ce condensé. Le secrétaire général a signifié à la communauté congolaise en Europe que l'IDPS est disposé à dialoguer avec M. Kabila. Il a expliqué dans quel contexte nous voulons dialoguer. C'est un contexte où nous visons les passations pacifiques du pouvoir pour que les pays qui est plus mort d'homme. Donc nous n'allons pas au dialogue pour aller donner un mandat supplémentaire ou obtenir un glissement voulu par M. Kabila. Et cette demande, donc cette main tendue de l'IDPS a une durée bien déterminée. C'est jusqu'au mois de novembre. Si jamais, au 30 novembre, M. Kabila n'accède pas à la demande de l'IDPS de dialogue, l'IDPS appellera la population à se prendre en charge. Vous savez, M. Corneille Nangaa n'est pas nouveau dans les sièges de la CENI. Il est à la CENI depuis 2005. C'est lui qui a contribué à la mise en place de toute la structure de la CENI. Et c'est cette structure-là qui a favorisé la fraude électorale en 2005 et en 2011. Aussi la manière dont ce monsieur est désigné, c'est presque similaire avec la désignation de M. Malumalu. Je pense que le choix de M. Nangaa ne peut que favoriser la fraude, la tricherie. C'est un mauvais choix qui ne va pas aider à l'avancement de la démocratie dans notre pays. Il s'est agi d'un échange avec le chevalier de la plume sur le vote de référendum constitutionnel au Congo-Brazzaville. Le collectif de l'opposition républicaine du pays de Denis Sassou Nguesso a approuvé le vote du référendum et condamne avec fermeté les boycotts de ces votes par une frange de l'opposition congolaise. Les partis de l'opposition républicaine majoritairement appellent à une participation au référendum et appellent à voter le texte constitutionnel proposé par le gouvernement. Toutefois, les partis qui souhaitent exercer leur autonomie peuvent l'exprimer dans les urnes en appelant à voter non ou à s'abstenir, dans la paix et le respect des lois et règlements de la République. Le boycott fait toujours le jeu du pouvoir.
Dans l'entretemps, une marche citoyenne des soutiens au référendum a été organisée par la plateforme des associations affiliées à la majorité présidentielle allant de Mongali, passant par le 4e arrondissement de la ville congolaise pour enfin chuter à l'esplanade de la mairie de Brazzaville où un meeting a eu lieu. Dans son discours, le secrétaire général de cette plateforme a sensibilisé la population congolaise à voter massivement le référendum. La plateforme du oui au référendum va faire des veillées référendaires à partir du 20. Nous serons nombreux de centaines de milliers au boulevard. Nous serons nombreux de centaines de milliers dans tous les ronds-points. Nous allons empêcher la violence d'où qu'elle vienne. Aujourd'hui, la conquête, c'est celle du oui. Signalons que l'élection du référendum constitutionnel au Congo-Brazzaville est prévue pour ce dimanche 25 octobre, occasion pour tous les Congolais de se prononcer sur la révision de la Constitution et toutes les conséquences que cela peut entraîner. Thierry, ce n'est pas au Corneille Nangaa, le nom circule, ce n'est plus un secret de polichinelle, mais l'Église catholique se dit non, c'est pas son candidat. L'Église catholique n'a pas participé au choix ou à l'élection de Corneille Nangaa. Il se dit que non, l'histoire se répète, comme avec l'abbé Manu Malou. Vous partagez cet avis? Bon, écoutez, là je donnerai mon point de vue en tant qu'analyste. Ce n'est pas du tout... je n'ai pas été mandaté par mon parti pour donner cette position, du moment que c'est un choix qui concerne les confessions religieuses, selon le loi cadre en son article 15 qui stipule très bien que ce choix appartient aux confessions religieuses. Mais par rapport à cela, il y a eu 3 erreurs majeures, notamment de la part de l'Église catholique. La première erreur, c'est de toujours continuer à penser que dans le cadre de la plateforme confession religieuse, l'Église catholique, vu sa taille en son poids démographique, devrait plutôt venir imposer son choix, un peu avec une arrogance vieille de plusieurs années. Vous trouvez l'Église catholique condescendante par rapport aux autres confessions religieuses? Encore qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le fait de l'existence de l'Église de réveil, cela prouve à suffisance qu'il y a eu quand même une faille de l'Église catholique quelque part. La deuxième erreur, c'est la même qui s'est répétée en 2013. Et là, j'emboîte même le pas à l'abbé Santédi, parce que la CENI est un organe technique qui demande à ce qu'à la tête, qu'il y ait réellement quelqu'un qui, au-delà des nombres de diplômes qu'il peut avoir, qu'il puisse avoir une expérience électorale. Puisque si aujourd'hui nous mettons quelqu'un qui, c'est vrai, peut avoir des gros diplômes, mais qui n'a pas cette expérience, il faudrait entre 6 ou 1 année pour qu'il puisse maîtriser la machine électorale. Et là, nous risquerons d'aller vers ce que tout le monde craint, c'est-à-dire le glissement. Mais par rapport à cela, justement, en 2013, vous savez très bien que l'Église catholique a proposé M. Botolo. Oui. Mais malheureusement, cette personne n'avait pas les compétences qu'il fallait en matière électorale. Et c'est la même erreur qui voulait être répétée cette fois. D'abord, il faut dire à vos téléspectateurs que Enanga a été le premier choix de l'Église catholique. Ce candidat a été présenté par l'Église catholique. Mais pourquoi l'Église... En réalité, c'est parce qu'il y a eu une crise de leadership au sein de l'Église entre le cardinal et le président de la SENCO, qui, lui, en contrebalançant les choses, en voulant justement aussi montrer son pouvoir, a proposé Dimanja, qui c'est vrai, ayant tous ses diplômes... Il y a beaucoup de Dimanja, il faut ayant tous ses diplômes, n'a pas les compétences électorales qu'il faut. Donc par rapport à ça, il y a eu donc une brèche au niveau de l'Église catholique, et cette brèche a été perçue par les autres comme étant une faiblesse. Alors, ils ont remarqué le cursus de Nanga, ils ont remarqué ce qu'il a déjà eu à accumuler comme expertise sur le plan électoral, alors c'était normal qu'il jette le dévolu sur lui. C'est vraiment lui l'homme qu'il faut aujourd'hui à la tête de la CENI, parce que... Mais par rapport à son profil et par rapport à son profil et par rapport à ce qui est recherché, par rapport à la taille de la CENI de la République démocratique du Congo, parce qu'il ne faut pas l'oublier que cette CENI, si demain nous allons vers un nouvel enrôlement des électeurs, peut atteindre dans les 45 millions d'électeurs. Ça sera une grosse machine. Donc ce n'est pas le premier-né
de l'Église ou des universités du Congo qui devra ou qui pourra diriger convenablement cette CENI. Mais il y a une certaine opinion qui dit que non, Corneille Nangaa est du PPRD. Mais je pense que ce point de vue est totalement rétrograde et c'est une insulte aux autorités des églises qui sont justement partie prenante de la plateforme. Non, mais vous êtes aussi un fait limier. Est-ce qu'il n'est pas du PPRD ou ne fait pas partie d'un parti politique, permettez l'expression? Que M. Corneille Nangaa fasse partie d'un parti politique ou pas, je pense que là n'est pas la question. Mais si, parce que le choix, Thierry Monsenepo, à la tête de la CENI, il faut quelqu'un qui soit des confessions religieuses. Donc, il ne faut pas nécessairement quelqu'un des confessions religieuses, mais le choix, exactement, donc madame. C'est ça la nuance. Donc le choix pourrait être vous. Donc par rapport à cela, le choix porté par les confessions religieuses est sur lui, sur base de son expérience, sur base de ce qu'il représente. Mais s'il était probablement du PPRD, est-ce que cela ne pèserait pas dans ses choix, dans ce qu'il aura à faire dans la CENI? Bien entendu, mais écoutez, il ne faut pas aussi prêter oreille à tous ceux qui se racontent dans les ragots. Vous savez, on peut dire qu'il est du PPRD, qu'il est de n'importe quel parti politique, mais en tout cas, moi, personnellement, je respecte Vous mettez l'accent sur son expertise. Je respecte d'abord le choix des responsables des confessions religieuses. On a tendance à les minimiser en disant que c'est le candidat de la majorité, comme si les responsables de ces confessions religieuses-là, qui sont au nombre de 8, ne peuvent pas, ou les 7 qui ont choisi Nangaa, ne peuvent pas, en toute responsabilité, faire le choix sur un individu. L'abbé qui est passé, qui a dit le choix a déjà été fait en amont. Donc, mais écoutez, nous sommes dans un... Qui est derrière Corneille Nangaa? C'est ça la question que l'on se pose maintenant. Qui est le créateur de Corneille Nangaa? Qui est derrière Corneille Nangaa? Mais écoutez, personne, même pas l'Église catholique, encore moins l'Église protestante ou musulmane, n'a le droit d'interdire à cette responsable des confessions religieuses de se mettre d'accord sur un point donné, sur un candidat donné. On ne peut pas le leur interdire. C'est des conciliabules qui existent, surtout qu'on est dans un cadre de consensus. On ne peut pas interdire ça à quelqu'un. Vous sembliez mettre un peu, sous-estimer un peu la puissance sous le poids démographique de l'Église catholique. Je ne sous-estime pas, mais je crois que cette condescendance, je pense que cette condescendance doit être mesurée, dans la mesure où aujourd'hui, en ce qui concerne la plateforme confession religieuse, il y a 8 voix qui comptent. Vous savez, en termes de choix, il n'y a pas une voix qui pèse plus que l'autre. C'est 8 voix. C'est arithmétique, c'est mathématique. Et que par rapport à cela, il y a eu 7 voix qui ont choisi Corneille Nangaa. C'est une majorité écrasante. Il faut accepter le choix des autres. Je crois que c'est un exercice difficile, c'est vrai, mais il faut accepter cela. Voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons donc mardi pour ce deuxième condensé. L'UDPS pose un ultimatum pour le dialogue et nous traversons de l'autre côté du majestueux fleuve Congo. Comme vous le savez, ce dimanche, il y a eu le référendum au Congo-Brazzaville et nous vous proposons d'abord le point de presse de l'opposition congolaise par rapport à ce référendum. Voyons voir, je ne peux pas. L'effet apparaît nouveau pour certains et Martin Fayoulou est parmi. Le président de l'ECD s'est dit surpris par cette révélation de la sous-secrétaire d'État américain. Je ne sais pas quels sont les mécanismes. Les États-Unis ne donnent pas de l'argent comme ça. Il faut regarder. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement. Je crois que les États-Unis aujourd'hui, ils pourraient peut-être financer au niveau de l'éducation civique, au niveau de l'éducation politique aussi, hein, qui vont... L'opposition nationaliste reconnaît et confirme avoir été intéressée quant à ce. Mais en croire son porte-parole Steve Mikaï, l'offre a été déclinée. Je confirme que dans un entretien, quand j'ai été approché par rapport à ma loi contre l'homosexualité, d'abord j'étais clair pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit de convoquer un député national congolais pour poser des questions sur ce qu'il fait. Et de deux, à cette proposition de financement des activités des partis politiques, nous avons été clairs, hein, nous du PT et puis dans notre classe politique et sociale, nous avons dit non et nous disons non. Nous ne pouvons jamais accepter que notre parti soit financé par une puissance étrangère. À la majorité présidentielle, la nouvelle ne surprend pas. Claude Machala trouve une raison de plus pour confirmer la thèse d'un complot contre la République. Nous ne sommes pas sidérés qu'on nous dise qu'effectivement, parmi les politiciens, surtout dans l'opposition congolaise, on nous signale la présence de certains cambistes politiques, voire même des primangondo, des gens qui à longueur de journée passent pour des grands messieurs avec des très grandes théories
Et voilà, là, ils sont déshabillés. Donc, tous ces gens qui ont l'habitude de faire des va-et-vient aux États-Unis, en fait, c'est pour aller ramasser les billets vers quelque part. Maintenant, vous comprenez qui avait financé le fameux meeting d'Ndjili ou le fameux cirque d'Ndjili. Alors, qui ont bénéficié de ces montants de près de 70 millions de dollars décaissés par les États-Unis pour le financement de partis politiques en RDC, la question reste suspendue aux lèvres. Pour Maître Constant Moutamba, président de Nogec, l'article 10 de la Constitution n'est pas intangible et la question de la double nationalité devient un fait de société à laquelle il faut remédier juridiquement. Nous pensons sincèrement avec tous les Congolais qui vivent à l'étranger et ceux qui vivent ici que la question de l'unipatridie telle que consacrée par l'actuelle législation est désuète. D'où cette pétition pour la révision de l'article 10 déposée sur la table du vice-ministre de Congolais de l'étranger afin que la double nationalité soit consacrée en RDC. S'il était question de lui remettre le projet de pétition que nous venons de lancer dans différentes communes de Kinshasa, dans différentes provinces de la République démocratique du Congo, en vue d'aboutir à l'obtention de la double nationalité en République démocratique du Congo. Donc la révision de l'article 10 de la Constitution du février 2006. Cette pétition est la suite d'un ouvrage intitulé « La nationalité multiple », un impératif pour l'émergence et dont l'auteur n'est autre que l'initiateur de la dite pétition, Constant Moutamba. Thierry Monsenepo, quand vous suivez l'élément, là, vous avez un petit sourire aux lèvres, et donc vous n'allez pas nous dire que les États-Unis ont tort de financer les partis politiques, parce que comparaison n'étant pas raison, élargissons les champs, ils financent bien les élections, pourquoi ne pas financer les partis politiques? Bien entendu, mais ça serait bien s'ils finançaient tous les partis politiques, mais lorsque l'on ne finance qu'une partie des partis politiques... Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a qu'une partie, ce n'est que l'opposition? Mais en tout cas... Est-ce que vous êtes sûr que les partis de la majorité n'ont pas un peu d'argent des États-Unis? La Convention des Congolais Unis, vous n'avez pas un peu d'argent? Qui est aujourd'hui, nous vivons grâce aux cotisations de nos membres. C'est ce que nous a Vous ne me direz pas que Lambert Mende ne fait pas un petit tour aux États-Unis pour avoir un petit d'argent ou à l'ambassade des États-Unis? Si Lambert Mende va aux États-Unis, c'est pour représenter le Congo lors des différentes rencontres, notamment celle des Nations Unies qui se tient chaque septembre. Si Lambert Mende se rend aux États-Unis, c'est pour défendre les intérêts de notre pays. Mais ce n'est pas pour emmener des images montées des fois, truqués sur des photographies ou des actes qui se sont passés en Afghanistan ou en Côte d'Ivoire et se victimiser et justement obtenir de l'argent. Pourquoi ça blesse quand les États-Unis donnent un peu d'argent? Ce sont des millions pour financer le parti politique, puisque notre gouvernement ne finance pas les partis politiques, même pendant les élections. Je ne sais pas si on donne même l'argent pour la campagne électorale. D'abord, il faut reconnaître que le Congo est un pays post-conflit. C'est une forme de corruption, selon vous? Le Congo est un pays post-conflit. Et que par rapport à cela, le gouvernement ne peut pas se donner certains luxes. Quoique c'est le vœu, c'est vrai, des dirigeants de pouvoir soutenir l'opposition. Mais par rapport à cela, il y a des contraintes budgétaires qui ne peuvent pas permettre au gouvernement aujourd'hui d'aller dans ce sens. Mais cela ne permet pas justement... Avec la reddition des comptes, avec les dépassements de plus de 200%. Mais cela ne permet justement, c'est une forme de corruption pour vous? Mais non seulement que c'est une forme, pas de corruption, mais d'assujettissement, une forme de transmission de pensée unique, une forme de transmission carrément de vision. Puisque, remarquez très bien, madame, combien de balais se font, surtout de la part de nos oppositions, par an, entre Kinshasa et Washington. Mais aujourd'hui, la réalité est en train de rattraper, mais l'initiateur de notre parti politique, le camarade Lambert Mende Omalanga, a eu à dire à plusieurs reprises ici que nous avons des politiciens... Non, Thierry Monsenepo, on l'a dit officiellement, 62 millions. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait en cachette sous Mais madame, regardez la mine, regardez, nous avons suivi avec vous les éléments, regardez la mine mal à l'aise de l'opposant que vous aviez sur votre plateau, qui a eu du mal à réagir par rapport à cela. Je salue l'honnêteté intellectuelle de l'honorable Steve Mbikaï, qui a reconnu, c'est vrai, qu'on lui a proposé ça, il a refusé. Pourquoi il a refusé? Parce qu'il sait justement qu'en acceptant, vous êtes en train de vous
assujettir par rapport à une position donnée. Vous perdez votre liberté de penser, vous perdez votre liberté de position. Parce que nous savons, je ne parle pas des États-Unis en général, mais nous savons qu'il y a des pôles d'influence dans ces grandes puissances qui, justement, pour la plupart, souhaitent notamment la balkanisation de notre pays, souhaitent notamment la disparition carrément de la race des nationalistes que nous comptons dans notre classe politique, notamment autour du chef de l'État, entre autres du ministre de la Communication et de notre président de la République, qui aujourd'hui est en train de subir tout ça seulement parce qu'il refuse certaines choses, qui va pousser le Congo à éclater. Donc c'est par rapport à tout cela qu'il y a des personnalités qui refusent ce genre de cagnotte. Mais bien sûr, il y a d'autres qui, aimant la facilité, courent derrière ça. 3, 4 fois par année, ils sont en train de partir pour ramasser ces enveloppes. Mais là où c'est aussi malhonnête, parce que les membres de leur parti politique ne sont pas au courant de ça. La base des partis politiques ne sont pas au courant de cela. Ils ne leur disent pas ce qu'ils font de cet argent. Donc, les partis politiques sont gérés. Ils payent les loyers de quoi? Parce que nous entendons chaque jour ici des discours où les gens disent que nous cotisons pour notre parti, nous cotisons pour les loyers de nos permanences, ainsi de suite. Où va cet argent? Pourquoi ils ne disent pas à leurs proches? Pourquoi ne disent-ils pas aux exécutifs de leur parti comment est géré cet argent? Mais on voit des belles jeeps rutilantes, toutes neuves, des maisons par-ci par-là. On comprend finalement que tout ce que nous on disait, surtout nous, la Convention des Congolais Unis, nous étions au courant de tout cela. Nous disions ça, mais on traitait notre initiateur de tous les noms d'animaux. Mais aujourd'hui, la réalité est rattrapée. Vous pensez que c'est aussi un peu que les ambassades, en fait, que les États-Unis sont derrière le meeting de Sainte-Thérèse? C'est un peu trop fort. Non, je n'ai pas dit que les États-Unis sont derrière le meeting de Sainte-Thérèse. Vous savez que l'opposition, c'est vrai, ne compte pas que des sous-fifres. Il y a des personnalités qui réfléchissent, qui souhaitent aussi commuer avec la base. Quoique, c'est vrai, le meeting de Sainte-Thérèse a été un fiasco. Dans une ville de 10 millions de personnes, vous ne réunissez que 2000. C'est vrai que c'est quelque chose, mais c'est négligeable. Mais il faut respecter c'est certaines personnalités de l'opposition congolaise qui sont à l'exemple de l'honorable Steve Mikaï. Donc, il y a des gens comme ça, c'est vrai, qui ont encore de l'amour propre, qui ont encore de l'amour de leur nation, mais ce n'est pas tout le monde, malheureusement. Raison pour laquelle même, jusqu'à aujourd'hui, l'opposition congolaise n'arrive toujours pas à parler d'une seule voix. Qui ne parviennent pas à se mettre d'accord pour présenter, par exemple, mais les preuves sont là comme porte-parole de l'opposition. Nous allons prendre quelques minutes par rapport à la double nationalité. Pour ou contre Thierry Mosenepo? Bon, écoutez, je pense qu'il est temps, c'est vrai, que l'on puisse ouvrir cette discussion, puisque nous avons quand même une forte densité de nos populations à l'étranger qui, pour la plupart, pour des raisons que nous connaissons, ont eu à changer de nationalité, mais qui souhaiteraient venir investir au pays, qui souhaiteraient venir s'installer au pays, mais qui sont butés à des contraintes d'ordre administratif au niveau de nos ambassades. Il faudrait que l'on réfléchisse à cela. Est-ce que cela ne défavoriserait-il pas un peu ceux qui sont restés dans le pays? Parce qu'il y a une certaine opinion qui pense que non, eux, ils auront des diplômes bien cotés, entre guillemets, et ils auront facilement accès à des entreprises bien cotées aussi en RDC. Cela diminuerait un peu les chances des natifs ou de ceux qui sont restés dans Pas du tout, madame. On le vit d'ailleurs aujourd'hui. Non, madame, je ne pense pas. Je ne pense pas, puisque déjà, la formation en République démocratique du Congo est une très bonne formation. Et au-delà de cela aussi, il faut savoir que l'expérience compte. L'expérience, surtout la maîtrise du milieu où se trouvent ces entreprises. Et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a des cadres, c'est vrai, qui sont venus avec des très gros diplômes, mais qui ont fait piètre figure. Ici, on leur a confié des responsabilités, mais très vite, ils sont rentrés parce qu'ils ont mis des entreprises clés sous paillasson. Donc, par rapport à cela, il y a plutôt des Congolais finis ici, à l'université de Kinshasa, à l'ISTA, à l'IFASIC, qui se défendent très bien, qui tiennent des entreprises, qui les font monter et qui sont même dans les mécanismes de gestion de l'exécutif de notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, coup d'œil donc à nos partis politiques de choix, comme à l'accoutumée, CDR et ARC. Et d'autre part, l'État protecteur est mort. Le président national du courant des démocrates rénovateurs a, devant toute la crème de l'opposition politique congolaise et autres couches de la population, présenté sa vision politique pour un Congo émergent. Il s'agit bel et bien du projet des sociétés du CDR rédigé dans une brochure de 95 pages intitulée « Un peuple grand pour une grande nation ».
Dans cet ouvrage, Jean-Lucien Boussa, qui en est l'auteur, fait allusion à 3 points essentiels liés aux différents secteurs. Il retrace d'abord les questions fondamentales de la société congolaise, ensuite la finalité de l'action publique et enfin, il met en exergue les instruments qui permettent à l'État d'atteindre les finalités publiques. Jean-Lucien Boussa dénonce haut et fort le fait que la RDC, pays potentiellement riche, ait la densité de pauvreté la plus élevée du monde et 87,7% des Congolais vivent avec 1,25 $ par jour. L'État congolais, dans ses 3 fonctions classiques, l'État régulateur, l'État agent économique, l'État redistributeur, est illégitime parce que l'État n'a pas été à même de porter les aspirations des citoyens un peu plus haut, alors que l'État n'est plus digne. L'élu de Boudjala va plus loin et propose quelques pistes de solutions concrètes pour résoudre la crise touchant différents secteurs de la vie courante. Le CNL considère que l'hypothèque des ressources nationales pour 6 milliards de dollars afin de construire les infrastructures de base n'était pas l'unique choix. Le CNL pense qu'il faut revenir à des choix rationnels qui protègent les pays. De quoi émerveiller l'assistance, en l'occurrence le président national de l'ECD, Martin Fayoulou, présent à cette rencontre. On a dit que l'opposition n'avait pas de vision. Aujourd'hui, le CDR vient de dire aux Congolais et à la communauté internationale qu'il y a des filles et des fils de ces pays qui sont aujourd'hui dans l'opposition, qui sont capables de diriger ces pays. Pour le président national du CDR, le salaire minimum interprofessionnel garanti de Congolais fixé à 10 $ par jour devrait être revu à la hausse. À la CENI, il propose de se limiter à sa mission ultime, d'organiser les élections et de créer une direction générale des logistiques. La réunion de ce lundi a été marquée par la présence de la jeunesse de l'Alliance pour le renouveau du Congo. Tous disent soutenir l'autorité morale du parti. Drapeau à la main, ces jeunes Congolais disent être voués à la cause du parti. Avant toute chose, Olivier Kamitatou a tenu à préciser l'opinion sur la création de l'Alliance pour le renouveau du Congo, ce avant de saluer l'engagement de tous les membres du parti. Ça fait 10 ans que nous avons créé l'ARC. C'est 10 ans d'épreuves que nous avons traversées ensemble. Et parfois nous avons été battus parce qu'il n'y a pas eu de solidarité dans ce qui était pour nous la majorité. Je veux simplement vous dire merci. Merci d'être avec l'ARC. Ça veut dire que quand on a 10 ans et que nous sommes de l'ARC, on pense aux 10 prochaines années. C'est ça notre devoir. On ne pense pas aux 10 prochains mois de son salaire et de son argent. On peut perdre ses émoluments, mais on ne peut pas perdre sa dignité. Ça ne perd pas. On ne négocie pas sa dignité et son honneur. Olivier Kamitatou a ensuite remis en cause les discours illusionnistes de certains acteurs politiques. Hier, j'ai entendu à l'Assemblée qu'on ne reconnaît pas un homme à son discours. Moi, je dis le contraire. On reconnaît un homme à son discours. La politique est tombée parce qu'il y a eu trop de promesses, trop de mensonges. Alors là, vous pouvez juger tous que ce que j'ai dit, je l'ai fait. Croire en sa parole, croire dans son parti, croire dans son pays, eh bien, ça peut parfois avoir un prix à payer. Nous payons ce prix. Au cours de cette réunion, chaque commission a présenté son rapport sur le déroulement de l'organisation du prochain congrès. Mais alors, sous quel signe sera placée ces assises du parti? Olivier Kamitatou répond. Le message du congrès sera simple. Qui sommes-nous? Quelles sont nos valeurs? Pourquoi avons-nous fait ce parti? D'où venons-nous? Où sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi sommes-nous aujourd'hui dans l'opposition? Pourquoi nous a-t-on chassés de la majorité? Et finalement, où allons-nous? À l'Alliance pour le renouveau du Congo, l'on n'est jour que sur le respect de la Constitution. L'ARC dit s'y battre bec et ongle pour que cela soit une réalité. Je suis au plateau avec le président national, vous l'avez dit, que je le souligne très bien, de la Ligue des jeunes de la CCU, mais c'est vrai que les partis politiques en RDC, ça foisonne, plus de 400 partis.
Alors dites-nous un peu, Thierry Monsenepo, en quelques mots, le projet de société de votre parti, pour que ceux qui veulent adhérer à la CCU viennent calmement, sans a priori. Bon, écoutez, madame, vous savez que depuis très longtemps, nous avons vécu dans une position où nous avons considéré l'État comme un mangeoire, comme une mangeoire plutôt. Nous avons considéré l'appareil gouvernemental comme dans un sens de relation de paternalisme. C'est-à-dire que tout devait venir du pouvoir, tout devait venir du gouvernement. Alors que dans la réalité, le gouvernement crée des structures qu'il faut pour que les citoyens, chacun, puisse trouver sa place et puisse apporter sa part dans la construction d'une nation. Et c'est justement cela que veut la Convention des Congolais Unis. Nous voulons inculquer dans le chef des Congolais qu'il faut, c'est vrai, reconnaître l'autorité de l'État, mais il faut aussi savoir que personnellement, individuellement, nous avons une responsabilité. Une responsabilité dans ce que nous devons apporter dans la construction de notre pays. Est-ce que l'État favorise-t-elle qu'il y ait cette émergence, par exemple, de la classe... Justement aujourd'hui... Comment on appelle encore classe... De la classe moyenne. Moyenne, merci. Justement aujourd'hui, madame... Est-ce que l'État congolais favorise-t-elle vraiment les Congolais? Parce que les Congolais se plaignent qu'il y a trop de taxes, trop de blocages. Même ceux qui viennent de l'extérieur, vous l'avez dit, il y a trop de blocages. Vraiment, il n'y a pas l'émergence de cette classe. Ce n'est pas pour rien que la Convention des Congolais Unis soutient le président de la République, Joseph Kabila, puisque c'est le président qui a apporté justement ces structures de base qui permettent le développement. Quels sont les éléments? Premièrement, ce sont les infrastructures. Et les infrastructures sont en train de continuer à pousser. Il ne faut pas oublier, madame, que nous sommes un pays post-conflit. Et nous ne devons jamais oublier le passif que traîne derrière lui la République démocratique du Congo. Deuxièmement, c'est par rapport au fait qu'il y a aujourd'hui des possibilités. Les possibilités viennent d'où? Notamment en ce qui concerne l'ouverture des crédits. Aujourd'hui, la Banque centrale est à un taux d'intérêt de 2%. Quand une banque centrale comme la nôtre fixe son taux d'intérêt à 2%, cela veut dire qu'il est plus intéressant de prendre des crédits que d'épargner. Deuxièmement, c'est en créant les moyens de l'État, en ouvrant justement la facilité de bancarisation. Ça, c'est une vision noble, parce que demain, nos pays... J'ai lu quelque part aujourd'hui que la bancarisation de Matata est un flop, en fait. Non, madame, ce n'est pas un flop, c'est un processus qui avance. On ne peut pas aujourd'hui continuer à demander au gouvernement d'emprunter sur des marchés avec des taux obligataires qui excèdent, qui demain va faire agenouiller nos générations futures. Nous ne pouvons compter que sur le taux d'épargne qui va donner justement la facilité, la possibilité de pouvoir puiser dans les ressources propres pour financer les projets à gauche et à droite, des projets menés par le gouvernement. Comment pouvez-vous expliquer, madame, qu'on a une population qui aujourd'hui accepte les routes, les caniveaux construits par l'État? Et nous voulons encore une fois que l'État vienne déboucher ces caniveaux, tuer les moustiques que nous-mêmes nous créons en jetant nos immondices dans ces rigoles. Et demain, quand nous tombons malades, nous donnons la responsabilité à l'État? Non, madame. La Convention des Congolais Unis, justement, enseigne aux Congolais leur part de responsabilité, leur part de citoyenneté, leur part dans la participation de l'édification de l'État et surtout dans l'appropriation de ce que réalise l'État congolais. Parce qu'au finish, le bénéficiaire, c'est lui, c'est le peuple. Vous avez suivi Olivier Kamitatou 10 ans de l'art, qu'il a dit croire en son pays, c'est sacrifier, tout ça. Est-ce que, donc ça ouvre un peu la porte pour parler du G7. Aujourd'hui, l'arc a basculé dans l'opposition. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu de l'opportunisme ou c'est simplement un choix courageux pour l'arc aujourd'hui de choisir? Bon, écoutez, madame, qui suis-je pour juger le choix porté par l'arc en ce qui concerne le pôle politique dans lequel il se trouve aujourd'hui? Mais seulement ce que je trouve décevant, c'est aujourd'hui de se victimiser encore une fois, de dire que nous avons été chassés, nous avons été cela. Oui, ils ont été chassés, ils ont été exclus de la majorité présidentielle parce qu'il n'y a pas de dialogue. Non, madame. Vous êtes de la CCSQ, est-ce qu'il y a dialogue au sein de la majorité? Vous avez suivi le porte-parole du gouvernement, son Excellence Lambert Mende Malanga, qui, lorsqu'il y a eu cette crise, a eu à porter la communication de la majorité présidentielle, du bureau politique. Qu'est-ce qu'il explique en substance? Que premièrement, les amis à qui on a demandé de venir s'expliquer au niveau du bureau politique ont refusé de parler et ont brûlé la politesse en se levant et en laissant tout le monde pantois dans la salle. Donc c'était une auto-exclusion que les autres n'ont eu, que le bureau politique n'a eu qu'à prendre acte. Ça c'est de un. Deuxièmement, quel est le texte justement qui a mené à cette fronde? C'est basé sur de la calomnie. Et c'est quoi cette calomnie? Qu'aujourd'hui, le président de la République est en train de violer la Constitution. Mais de quel article parlons-nous?
De quel article est-ce qu'aujourd'hui on est en train de dire que le président de la République a eu à porter cette violation? Il n'y en a pas. Justement, on est en train de baser des positions politiques. On est en train d'engager des partis politiques sur des procès d'intention, madame. Pas seulement des suspicions, mais des procès d'intention. Est-ce qu'aujourd'hui on peut... Mais si on prévoit, par exemple, ce qu'on dit, c'est peut-être pas gouverner, mais quand on est une autorité, on fait des projections. Ils disent non simplement, n'y touchez pas. Est-ce que c'est mauvais de réfléchir comme ça, de dire que mais non, madame, nous, vous oubliez, nous ne voulons madame, pas vous oubliez que n'étant même pas encore dans le gouvernement appelé Matata 2 ou Matata 3, je ne sais pas, l'honorable Olivier Kamitatou, au Burkina Faso, invité par les socialistes, a eu à dire clairement que les présidents africains doivent respecter la Constitution. Est-ce que cela lui a attiré la foudre? Pas du tout. Nous avons ici des personnalités qui chaque jour répètent cela dans la majorité, en dehors de la majorité, personne ne les dérange. Mais lorsque l'on commence à jeter, c'est la personne que vous appelez autorité morale de votre plateforme politique, lorsque vous le jetez à la vindicte populaire... Vous avez trouvé leurs propos injurieux? Madame, comment pouvez-vous imaginer? Dans cette lettre ouverte? Madame, au-delà même du fait qu'il y a cette calomnie dont je viens de vous faire allusion, comment pouvez-vous imaginer que vous adressez à votre autorité morale une correspondance et que les médias l'interceptent avant même cette autorité morale et la publient? Et ils ont dit carrément que ce n'est pas eux qui ont fait fuiter la lettre. Mais alors c'est qui? Mais alors c'est qui? Les autres c'est qui? Vous savez, c'est facile de dire que l'enfer c'est les autres. C'est facile de dire que le malheur ne vient que des autres. Mais l'on oublie souvent sa part de responsabilité dans ce qui arrive comme malheur. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes sûr que les Olivier Kamitatou et les membres du G7 veulent se dédouaner, ne veulent pas prendre le côté négatif du bilan qu'ils ont eu 10 ans autour de Joseph Kabila aujourd'hui? Ils veulent se dédouaner un peu avant les élections, c'est l'impression qu'ils donnent selon vous? Je ne sais pas, madame. Vous savez que nous, au niveau de la Convention des Congolais Unis, s'il y a quelque chose que nous ne faisons jamais, c'est des procès d'intention. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que c'est un acte de dédouanement, mais ce que nous pouvons dire, c'est que c'est un acte d'irresponsabilité. Irresponsabilité pour le simple fait que l'on s'est basé sur de la calomnie pour prendre une position. Et deuxièmement, aujourd'hui, on est en train de drainer toute une population. J'ai vu des jeunes au niveau de l'ARC, moi-même étant président des jeunes, ça me frustre de voir autant de jeunes suivre un discours qui malheureusement ne se base pas sur des faits réels, parce que vous savez que le mal de nos politiques, c'est que c'est vrai que l'on attaque, c'est vrai que l'on dit, mais on n'est pas précis dans ce qu'on dit comme attaque. Il faut préciser. Si la question a été posée, même à l'un d'entre eux, aujourd'hui vous êtes en train de dire qu'il y a stratégie de glissement, il y a stratégie de troisième mandat. Avez-vous participé à une réunion où il a été édicté cette stratégie? Non. Seulement qu'il y a un proche qui a eu à écrire un livre pour dire qu'il faut un troisième... Mais écoutez, on ne peut pas interdire à un proche, qu'il soit du président de la République ou de qui que ce soit, de pouvoir émettre sa pensée intellectuelle. Donc c'est ça la crainte. Ok. Nous prenons Congo Airways, mesdames et messieurs, pour Kalanga et Matadi, réaction de Deo Koussou par rapport à l'arrêt de versement de la rétrocession au Congo central et l'inauguration d'un hôpital à Kamanga. Ça fait 27 mois qu'il n'y a plus de rétrocession aux ETD, aux entités territoriales décentralisées. Et c'est à peu près entre 8 milliards et 9 milliards de francs congolais qui n'ont pas été versés. Donc depuis que l'actuel gouverneur est là, il n'a versé que 3 mois de rétrocession. Or, il y a une enveloppe importante. Je vous donne l'exemple du mois de mai. C'est 422 millions. Cet argent est allé où? Ce n'est même pas ça le problème. C'est qu'il y a cette volonté-là d'empêcher, clairement, de nous empêcher de revenir parce que je vous ai dit que ça ne va pas, trop c'est trop, parce qu'aujourd'hui la gestion de notre province elle est ce qu'elle est, c'est connu de tout le monde. Après Kinshasa et Guémena, l'Équateur, la directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation a foulé ses pieds à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. La raison est simple, inaugurer les bâtiments de l'école primaire Kimilabi 1, nouvellement réhabilité dans le cadre du projet de soutien à l'éducation de base. Alice Albright, qu'accompagnait Maker Mwangu, ministre de l'EPSP et initiation à la nouvelle citoyenneté, après avoir été chaleureusement accueillie par les écoliers de cet établissement scolaire rénové
élevée, mais aussi par la population de cette ville, a circonscrit l'essence de sa descente à Kananga. Elle tient mordicus à l'amélioration et la qualité du système éducatif congolais et accompagne ainsi la RDC à atteindre ses objectifs, notamment avoir un enseignement de base accessible à tous. Le partenariat mondial pour l'éducation est fier d'accompagner la RDC dans la réalisation de leurs objectifs en matière d'éducation. Le gouvernement s'est engagé pour continuer d'investir dans l'éducation et d'augmenter le part du budget national dédié à l'éducation. Le gouvernement s'est engagé à améliorer non seulement l'accès, mais aussi la qualité de l'éducation. Le ministre de l'EPSP, mais également les bénéficiaires, ont témoigné leur gratitude aux partenaires à l'éducation. Pour Maker Mwangu, des efforts énormes devront être conjugués pour améliorer la qualité de l'enseignement à tous les niveaux. Nous sommes conscients que nous devons encore fournir beaucoup d'efforts pour consolider et renforcer ces résultats. En effet, la maîtrise de la lecture, la maîtrise de l'écriture, les mathématiques, la science et la technologie nous posent encore des petits problèmes. Voilà pourquoi le gouvernement de la République démocratique du Congo a décrété le quinquennat de la qualité 2015-2016, 2019-2020. Toutes nos énergies devront être utilisées à cet effet. Après la coupure du ruban symbolique, Alice Albright, de même que sa suite, ont assisté à une séance de cours faite à base de manuels scolaires. Question de se rendre compte de l'effectivité de cette réforme. Cette école créée depuis 1956, soit 4 ans avant l'accession de la RDC à l'indépendance, accueille au total 682 élèves, dont 274 filles après sa réhabilitation en 2015. Sur 14 salles, jusque-là, 6 seulement ont été réhabilitées. Ainsi, les bénéficiaires ont été sensibilisés à en faire bon usage. Monsenepo, actuellement, la République démocratique du Congo compte 26 provinces. Vous avez suivi Deonkuso qui se plaint de la non-rétrocession par rapport au Congo central. Avec 11, c'était déjà problématique. Et avec 26, vous pensez que ça ira mieux? Bon, écoutez, d'abord, il faut savoir que l'État congolais ne peut pas inventer des revenus. Ces revenus ne proviennent que de ce que les services d'assiette de l'État génèrent en ce qui concerne les taxes et d'autres revenus qui proviennent aussi des provinces. Et il faut reconnaître aussi que par rapport à ça, il y a des provinces qui sont malheureusement mieux loties que d'autres. Mais que par rapport à cela, il y a la caisse de péréquation qui a été créée pour permettre une distribution juste par rapport aux besoins de chaque province qui, il faut le reconnaître, face aux moyens et face aux besoins, il y a une adéquation totale parce que nos provinces sont encore à reconstruire, contrairement à Kinshasa et notamment celles qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Mais au-delà de cela... Thierry Monsenepo, que ce découpage a été fait un peu à la va-vite. C'est vrai que c'est constitutionnel, on n'a pas à discuter là-dessus, mais c'était fait un peu à la va-vite comme ça, du coup. Et il y a trop de problèmes du coup aussi. On ne pouvait pas y aller mollo comme on l'a fait à l'époque. On commence une province, on termine notre province. Madame, mais vous et moi, ainsi que les opérateurs preneurs de vue qui sont derrière les caméras, nous avons choisi à ce que nous puissions aller vers les 26 provinces depuis 2006. C'est vrai que c'était 3 ans après, donc depuis 2009. Et qu'aujourd'hui, le gouvernement de la République démocratique du Congo puisse exécuter cela pratiquement 6 années après, ce n'est pas à la va-vite, au contraire, c'est en retard. Il faut parler des réalités africaines, il faut parler des réalités congolaises, pour être plus précise. Vous savez que vous n'avez pas d'argent. Vous avez suivi le Premier ministre qui a dit qu'il n'y a pas d'argent pour le fonctionnement de ces nouvelles provinces. Pourquoi ne pas y aller mollo et s'adapter? C'est pas la Bible, la Constitution. Vous aviez voulu que le président de la République
et le gouvernement ne puisse pas exécuter cette responsabilité constitutionnelle, continuer de la violer, et ensuite tous ces tiriféraires. Mais être pragmatique, dans la vie c'est être pragmatique. Mais madame, justement, le pragmatisme... On a vu que du coup ça ne va pas. Pourquoi ne pas aller mollo, être pragmatique? Mais madame, ce que vous oubliez aussi, c'est que justement on a reconnu des grands hommes, on a reconnu des grandes nations, justement, c'est devant les adversités. Vous savez que si on devait être pragmatique, en 1776, nous n'aurions pas eu cette élévation de la nation américaine face aux forces colonialistes de l'Angleterre. Vous savez que n'eût été cela, nous n'aurions pas eu, nous en République démocratique du Congo, une indépendance arrachée au prix du sang. Nous n'aurions pas eu en 1997 la cessation de la dictature de Mobutu. Donc c'est toujours face à tout cela que l'homme est visé dans la vie. Vous êtes devant l'adversité, vous devez trouver des solutions. Le peuple congolais a demandé à ce qu'on puisse aller vers les 26 provinces. En 2009, il fallait que le gouvernement s'astreigne à le faire. Et aujourd'hui, c'est le rôle justement des dirigeants, c'est le rôle de ceux qui sont à la tête de ces provinces, c'est le rôle de ceux qui seront commis à cette tâche, de pouvoir trouver les mécanismes et de réfléchir sur ça. Les commissaires spéciaux, vous savez que le ministre de l'Intérieur a suspendu les activités des assemblées provinciales. Comment ça fonctionne en fait? Vous avez une idée? Non, mais vous savez que les services publics sur l'étendue du territoire fonctionnent toujours, que l'autorité de l'État et sur toute l'étendue du territoire, mais que par rapport à cela, il ne faut pas aujourd'hui, comme vous le dites, aller dans une précipitation, dans le choix de ceux qui devront gérer ces nouvelles provinces, parce que l'enjeu est double. Non seulement qu'il faut maîtriser les populations, mais il faut aussi des personnes idoines qui sachent trouver des moyens, créer des recettes, et organiser ces nouvelles provinces. Ce n'est pas chose facile, donc il ne faut pas prendre le premier venu. La RDC manque des compétences pour gouverner ces nouvelles provinces. Non, la RDC regorge de compétences. Pourquoi ça pose problème? Mais il faut, au-delà du choix intellectuel, faire un choix cornélien en ce qui concerne la géographie culturelle et ethnique de notre pays. Parce Vous êtes pour la gouvernance des autorités? Il faut par exemple qu'un non, pas forcément. Non, pas forcément. Vous savez que de mon point de vue, de mon point de vue, les Congolais sont Congolais, mais il faut savoir une chose. Je donne l'exemple de notre province, par exemple, dans le Maïnomé, nous avons plusieurs tribus, au-delà des Bassakata, qui c'est vrai peuvent être majoritaires. Il y a des Koundou, il y a des autres. Il faudrait justement que la personne qui va gérer une province comme ça ait une certaine maîtrise par rapport à toutes ces autres tribus pourquoi ne pas prendre quelqu'un de l'extérieur qui serait peut-être un peu détaché si on prend par exemple un Moussa Kata, on réfléchit froidement, les autres seront peut-être un peu contre, mais si on prend un Katangais, bon, le Katangais n'existait pas, on prend un Tanganiké par exemple pour gérer... Mais les gens diront encore que voilà, celui-ci ne connaît pas nos cultures, il ne connaît rien. Donc la meilleure des choses... Mais l'unité ne se crée pas seulement par cela, madame. Par le brassage des peuples. Pas seulement par ça. Aujourd'hui, on peut avoir un gouverneur originaire ou pas, le brassage de peuple se fait. Que vous le vouliez ou non, parce que nous n'avons pas des frontières intangibles entre les provinces. Nous avons la circulation des populations. Donc cela n'a rien à voir. Les réalités d'aujourd'hui ne sont pas des réalités de l'époque de Mobutu. Aujourd'hui, les gens savent pertinemment qu'ils peuvent trouver leurs intérêts dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Ils n'ont pas besoin que celui qui soit à la tête soit un originaire ou pas. Mais seulement, il est important que celui qui est à la tête d'une province ait une maîtrise et une connaissance des cultures, des enjeux de cette province. Et souvent, ces capacités-là sont inhérentes aux autochtones qui maîtrisent. Pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, non mais écoutez, vous êtes originaire de l'ex-province du Bandundu. Quelle est la maîtrise que vous avez, par exemple, des Bashi dans le sud Kivu? Vous n'en avez pas. Quelle est la maîtrise que vous avez par rapport à leurs us et coutumes? Mais justement, ça vous prendra une année de les apprendre, 2 ans, mais pendant ces 2 ans, il y aura eu des ratés, il y aura eu des erreurs. Alors, pourquoi ne pas gagner ce temps? Pourquoi ne pas gagner ce temps? Mais justement, il y a des personnes, c'est vrai, qui n'ont pas attendu d'avoir de responsabilité pour avoir ces maîtrises. On a par exemple l'honorable Condé Vilakikanda. C'est le bel exemple. Justement, le bel exemple, mais malheureusement rare.
Voilà, nous allons terminer, mesdames et messieurs, par le contrôle des vignettes qui va commencer incessamment par la présentation d'un livre. Nous allons terminer, en tout cas, par l'élément proposé par notre rédaction de Thérèse Olenga. Et donc, nous profitons donc de cette émission pour lui présenter, en tout cas, lui souhaiter un bon anniversaire, Madame Thérèse Olenga. Avenue des Tuileries, le trafic est intense à 7 heures de la journée. Ronronnement des véhicules par ici, appel à la criée des clients par les chargeurs par là. C'est l'ambiance ici à cet endroit qui fut autrefois appelé rond-point Tuileries. La plupart des véhicules circulent en toute quiétude, mais les conducteurs restent hantés par l'idée de se procurer la vignette 2014-2015. Je n'ai pas encore acheté la vignette, mais j'ai déjà introduit la demande chez mon patron. Il m'a promis de l'acheter dans une semaine. Après une semaine, on somme la vignette. Nous avons déjà été sensibilisés sur le contrôle qui devrait débuter le 15 octobre passé. Il nous a été demandé de l'acheter. Dans ce lot des conducteurs rencontrés ce jour, il y eut à qui se sont acquittés de ses devoirs civiques. Tous les documents sont en ligne. Et puis, j'ai tous les documents avec moi, y compris la vignette. L'achat de la vignette est important car elle contribue à la reconstruction du pays. C'est important puisque attention, le recouvrement de la vignette 2014-2015 a déjà commencé. Les retardateurs subiront la rigueur de la loi. La présidence de l'ONU Femmes était ce mercredi dans les installations de l'hôtel du gouvernement provincial. Soucieuse de donner une marque particulière à la célébration des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites à la femme en RDC, notamment à Kinshasa, Françoise Ngenda Ayo a voulu tout simplement solliciter l'implication directe des services de la mairie de Kinshasa et en charge la gestion des espaces publics avant l'installation de la maison des femmes. Celle-ci est une plateforme où les femmes devront se réunir pour échanger sur la problématique de la gente féminine, surtout pendant le moment crucial des élections. Après des échanges fructueux, l'hôte de la ministre provinciale du genre a révélé à la presse que Thérèse Olenga lui a promis une bonne coopération. Moi, je viens d'avoir un entretien très riche avec son Excellence Madame Thérèse Olenga, ministre provinciale du genre, et pour une activité bien précise. Nous voulons donner un cachet particulier à la célébration des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences aux femmes en impliquant la mairie. Et nous a promis une bonne collaboration. Cette maison de la femme, c'est une plateforme où les femmes vont se retrouver et pendant les élections, après les élections, entre deux élections, pour se réconforter, pour échanger des stratégies, pour avoir une attitude commune, pour gagner cette place, ces places de choix qu'on veut, pour gagner, je dirais, mettre en pratique les droits qui sont conférés par la Constitution. Kinshasa ayant bon nombre de femmes leaders, après la sensibilisation, ces femmes pourront ainsi influencer positivement celles vivant dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Voilà qui motive le choix de la ville-province de Kinshasa. L'observation d'une trêve ne serait pas une bonne chose. Ils doivent continuer à travailler. Je leur recommande de continuer le travail. Les démarches sont en cours pour enfin que nous puissions atténuer tant soit peu les difficultés qu'ils ont dans l'exercice de leur profession. La trêve de demain n'est pas valable. Elle n'a pas sa raison d'être. La vérité est que le comité provincial que je dirige a déjà amorcé des démarches auprès des autorités parce que nous avons besoin de sécuriser aussi nos amis, afin que l'autorité puisse prendre un arrêté dans la matière, nous déterminer des catégories de véhicules. Il y a tant d'experts dans la ville de Kinshasa dans le domaine qui pourront aider l'autorité à voir le niveau de la catégorie d'un véhicule, la capacité de ces véhicules-là, le prix d'achat et l'amortissement. Nous faisons le tout ensemble et nous donnons un prix convenable à chaque véhicule qui pourra être mis dans la circulation dans le transport urbain.
Voilà ce que nous sommes en train de faire actuellement avec l'autorité. Ma demande que je lance tout de suite est qu'aucun chauffeur ne puisse observer cette trêve parce que les démarches sont là. Je ne me repose pas, je suis là pour combattre, faire en sorte que nous soyons tous en paix. Et pour leur information, ce mardi même, nous en avions parlé. La démocratie à l'africaine, la vie ou la mort des États est la 4e publication du Dr Michel Innocent Péa. L'ouvrage parle d'une nouvelle forme de la démocratie qui doit, selon l'auteur, se baser sur les dialogues et l'initiation au pouvoir. Michel Innocent Péa y évoque les préoccupations actuelles de la démocratie et les thèmes tels que l'histoire, la sociologie et les sciences politiques avant de donner la définition et l'explication de la démocratie à l'africaine. La démocratie à l'africaine, la vie ou la mort des États, la présentation de cette œuvre littéraire le 19 octobre dernier a fait salle comble au Palais des Congrès. Le professeur Kadima Moukala Nzouzi, qui a cerné les contours critiques de ce livre, n'est tarit point d'éloges. Michel Innocent Péa emprunte aux sociétés congolaises des concepts clés pour le désigner. Kanza, Ofele ou Osambé dans la partie nord du Congo, Bongi dans la partie sud du pays. C'est par le dialogue, écrit-il, que les conflits et les crises devront être réglés, parce que le dialogue est source de modération et d'apaisement. Après les jeux des questions-réponses entre l'auteur et le public, Michel Innocent Péa a fait savoir à l'auditoire qu'il écrit pour appeler les hommes à reconnaître les valeurs africaines. J'ai parlé de la démocratie à l'africaine. La démocratie, justement, a trouvé ses origines en Afrique. Et le recours vers ces méthodes traditionnelles de résolution des conflits que le modernisme se doit aujourd'hui d'associer pour que les choses réussissent et marchent aujourd'hui. Tout compte fait, et étant donné la pertinence des thèmes abordés, la démocratie à l'africaine, la vie ou la mort des États, contribuera à guider ou à élucider la perception de la notion de démocratie chez les Africains dans une Afrique que font aujourd'hui bouger les concepts du genre, alternance, évolution des institutions, changement et gouvernance électorale. La cérémonie a été agrémentée par les différentes chorales de Brazzaville et ensembles traditionnels de 4 coins du Congo. Cela pour mieux symboliser l'idéal incarné par Michel Innocent Péa dans ses ouvrages. Voilà, mesdames et messieurs, le PDG de Congo Web, donc Gabriel Chabani, réitère donc vraiment ses voeux les meilleurs d'anniversaire pour Thérèse Olinga. Donc, nous avons suivi Thierry Mosenepo pour la vignette, les taxes, encore les taxes. Nous avons suivi Jean-Lucien Moussa qui a dit un pays immensément riche, avec une population pauvre. Le FMI nous classe encore parmi, excusez-moi, parmi les pays les plus pauvres. Pourquoi ce paradoxe ? Bon, écoutez, d'abord, madame, il faut reconnaître que les taxes sont un devoir civique pour les populations parce que l'État ne peut obtenir de l'argent, et pour le cas ici, c'est la municipalité. Pour les routes qui sont dévolues à l'hôtel de ville, il faut les réhabiliter, il faut les entretenir. Et pour cela, les véhicules qui usent ces routes doivent payer des taxes annuelles. Ça, c'est obligatoire, c'est civique. Et il faut respecter les lois du pays. Mais au-delà de cela, dire que le pays, la République démocratique du Congo est immensément riche, ça c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Faux. Tout le monde le sait. C'est-à-dire que immensément riche ou immensément riche. Le Congo est immensément riche. Mais laissez-moi vous dire, mais ça reste des potentiels. Mais madame, la personne qui a voulu que ça quitte de l'état de potentialité a de la richesse vraie. C'est le président Joseph Kabila, mais il a eu la foudre du monde entier. Avec le contrat chinois. Mais bien entendu, parce qu'il a mais voulu pourtant, que les richesses les Français et les Américains potentielles... signent des contrats avec la Chine. Pourquoi chez nous ça a choqué le monde entier? Mais justement, madame, lorsque la Convention des Congolais Unis, lorsque nous les nationalistes, on vous dit qu'il y a un complot énorme de certaines puissances contre la République démocratique du Congo, mais personne ne croit. Vous voyez la position de ces grandes puissances face à d'autres pays lorsqu'il s'agit des cas des élections, lorsqu'il s'agit des cas des contrats avec la Chine, c'est le silence, c'est de la complaisance. Mais quand il s'agit du Congo,
Mais c'est levé de boucliers partout, voler de bois vert sur la figure de nos autorités. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un problème. Mais aussi, il faut reconnaître une chose. Nous-mêmes aussi, nous les laissons faire, Thierry Monsenepo. Mais nous ne réagissons pas, nous laissons dire n'importe quoi. Les seuls qui réagissent, entre autres le ministre de la Communication, mais on les traite de tous les noms d'animaux, malheureusement. Mais il faut aussi reconnaître une chose, justement, revenant sur la question des potentialités en richesse de notre pays et de la population pauvre. Il faut reconnaître, c'est vrai que la RDC a eu à subir des problèmes énormes, non seulement sur le plan sécuritaire qui a déstabilisé le pays et qui a affaibli l'autorité de l'État, mais aussi il y a eu des mauvais choix qui ont été faits par les dirigeants qui ont précédé le président actuel, notamment les crédits qui ont été pris sur... vous vous rappelez de la bourse de Paris, vous vous rappelez, je viendrai madame, vous vous rappelez de la fameuse, du club de Paris, vous vous rappelez de ces taux d'intérêt qui affligeaient l'État. L'État emprunte 2 milliards, mais quelques années après ça devient 4 milliards, puis 20 milliards. Vous comprenez que tout cela... Le président en a d'ailleurs parlé lors de son discours. Et tout cela n'est injecté qu'à des projets qui n'ont pas d'impact direct sur le développement de la population. Au-delà de cela, il y a eu des mauvais choix tels que la zaïrénisation. Il y a eu les deux pillages. Jusqu'à Matousalem, mais madame, Monsenepo. Mais vous oubliez que Nitete, le premier homme, le premier squelette, Sophie, vous et moi, nous ne serions pas aujourd'hui des homo sapiens. Donc ça veut dire que... Donc aujourd'hui, la RDC est en train de payer toutes les erreurs du passé. Madame? Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour pallier à ça? Parce que nous refaisons les mêmes erreurs et peut-être en pire. Mais non, nous ne commettons pas les mêmes erreurs. Aujourd'hui, le Congo, lorsque le président de la République dit que le Congo est un pays debout, nous ne sommes pas encore le paradis, ça c'est vrai, mais que c'est un pays debout, ce n'est pas de l'euphémisme, c'est de la réalité. Ne l'entend pas de cette mais madame, le classement... vraiment parmi les tout derniers, même... Mais madame, aujourd'hui... L'indice Ibrahima, aujourd'hui, l'indicateur le plus important à tenir en compte, c'est l'IDH, c'est l'indice de développement humain, puisque ça prend en compte plusieurs aspects, entre autres... avec cet indice? La RDC vient de gagner 14 places. Okay. Et que par rapport à cela, parce que ça prend en compte, le classement du FMI ne prend en considération que 2 aspects, que 2 éléments, mais l'IDH prend en compte le taux d'alphabétisation, le PIB, l'espérance de vie, tous ces éléments-là. Et lorsque l'on additionne, la RDC est en train de monter. Aujourd'hui, le PIB de notre pays est en augmentation par rapport à il y a 10 ans. Aujourd'hui, la RDC est en train de retrouver une stabilité économique. Parce que vous savez que, notamment, le taux d'inflation de notre pays est aujourd'hui en berne. Lorsque mais le taux d'inflation... les gens ne le ressentent pas dans leur vécu quotidien. Mais même madame, le numéro 1 de la République je vais vous donner, bien entendu, lors de 2 chambres réunies, lors de son discours, de la République devant les 2 chambres réunies. Il l'a dit. Il le dit parce qu'il n'y a pas une personne en dehors de lui qui souhaiterait que les actions qu'il mène puissent vite donner des résultats. Mais malheureusement, il y a des contraintes naturelles qui font attendre que les actions puissent venir. Mais je vous donne un seul exemple, madame. Vous rappelez qu'il y a 10 ans d'ici, il n'y avait qu'un seul supermarché ici au centre-ville. Qui n'appartient pas aux Congolais. Aujourd'hui, non, c'était Carrefour. C'était Carrefour, ça appartient à un digne fils du pays, M. Ndombassi. Aujourd'hui, nous en avons une dizaine. Qui n'appartiennent pas aux dans le Congolais. même coin. Non, mais madame, je ne veux pas vous dire que l'investissement est d'un Congolais ou pas. Mais je vous dis que, regardez, hier, il n'y en avait qu'un seul, aujourd'hui, il y en a 10, mais ça fait plein, chaque soir. C'est pour vous dire que les Congolais commencent à retrouver un pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat vient d'où? Ça vient du fait que les investisseurs pompent de l'argent, ils investissent. Et pour que les investisseurs pompent de l'argent, il faut l'indice de confiance. Et l'indice de confiance vient d'où? L'indice de confiance vient des indicateurs macroéconomiques, notamment du taux d'intérêt, de la monnaie stable, de la stabilisation du pays sur le plan sécuritaire. Il y a tout cela. Et lorsqu'il y a coup de chapeau au président de la République, c'est sa vision. Lorsqu'il y a justement... incarné par nous tous, même par vous et moi. Lorsqu'il y a ces investissements qui se font, il y a du travail qui vient, il y a de l'argent qui circule, il y a tout cela. Donc, le Congo aujourd'hui va mieux que hier. C'est vrai qu'il y a une adéquation entre les potentialités en richesse que nous avons par rapport au vécu quotidien de nos populations, mais il y a des améliorations, notamment aussi en ce qui concerne le taux de mortalité infantile qui a reculé de 35%. Aujourd'hui, notre pays est pris comme exemple par l'UNESCO, par la construction des écoles, une rapidité foudroyante. Donc tout cela, avec les salaires des enseignants qui laissent à désirer. Mais madame, vous et moi, nos pères étaient des fonctionnaires. Nous savions les nombres de mois qu'ils accumulaient ici sans toucher le moindre iota.
Mais aujourd'hui, ces retards n'existent plus. Quoique le salaire est encore modique, mais je viens d'apprendre avec beaucoup de joie qu'il y a eu une augmentation au niveau de force de la police et de l'armée. Ça commence à venir. Oui, ça commence à venir et comme on le dit, un vrai homme d'État, c'est celui qui pense à la nouvelle génération. Donc merci à Thierry Monsenepo, président national de la Ligue des jeunes de la CCU. Merci donc à vous tous, mes très chers followers sur les réseaux sociaux. Et bien, vous avez cherché à connaître Thierry Monsenepo. Et bien voilà, il est là. Nous prenons l'émergence de la nouvelle classe politique. Et bien voilà, peut-être un jour il sera Premier ministre, président de l'Assemblée nationale et pourquoi pas président de la République. C'est le rêve congolais, il croit à ce rêve congolais, nous y croyons aussi. Merci à toute l'équipe technique et nous nous reverrons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain, Inch'Allah.